Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée assez déstabilisante du docteur Adnan Ibrahim. Et si le fanatisme, au fond, n'était pas une histoire de croyance, mais plutôt une histoire de structure? Commençons par une sorte de paradoxe, une énigme. Imaginez un instant les fanatiques les plus acharnés de deux camps qui se détestent. Bon, en théorie, tout devrait les opposer, n'est-ce pas? Et pourtant, ce que la source observe, c'est qu'ils finissent par agir de manière quasi identique. C'est quand même curieux. C'est exactement ça. Comme le dit le docteur Ibrahim, ce sont tout simplement les deux faces de la même pièce. Et là, on est face à un vrai paradoxe. Ça nous amène à la question centrale, la vraie question. Comment est-ce possible? Comment des convictions totalement opposées peuvent-elles aboutir au final à des comportements qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors, pour commencer cette enquête, la première piste qui vient assez logiquement à l'esprit, c'est la nature humaine. Est-ce que, quelque part, on serait juste programmé pour ça, pour le fanatisme? Et c'est vrai que cette idée, elle ne date pas d'hier. L'idée que l'être humain est par essence imparfait, enclin au mal, ignorant, on la retrouve un peu partout, que ce soit dans les textes religieux ou dans la philosophie, c'est une explication assez répandue. Oui, mais voilà. Pour le docteur Ibrahim, cette explication, aussi simple soit-elle, est en fait une impasse. C'est trop facile. Pour lui, blâmer notre nature, c'est un peu comme regarder le doigt quand on nous montre la Lune. On passe à côté du vrai problème. Et il apporte un contre-argument biologique qui est fascinant. Regardez les animaux, ils sont guidés par des instincts très forts, très clairs. L'être humain, lui, c'est tout l'inverse. On est avec des instants bien plus faibles. On est en quelque sorte avec un disque dur presque vide. Un vide qui doit absolument être rempli par autre chose. Une programmation qui vient de l'extérieur. Bon, alors, si ce n'est pas la nature, c'est quoi? Si ce vide existe, qu'est-ce qui vient le combler? L'enquête nous oriente donc vers la deuxième grande piste, la culture, cette force immense qui nous modèle tous. Et à ce sujet, la source donne une définition de la civilisation qui est très très forte. La civilisation, ce serait quoi? Eh bien, ce serait le contrôle de l'instinct. C'est le système qu'on met en place pour canaliser, pour orienter nos pulsions de base. Et voilà, on touche au point crucial. Le vrai danger, ce n'est pas notre biologie, notre nature imparfaite, non. Le vrai danger, c'est la matrice culturelle, c'est-à-dire l'ensemble des idées, des croyances, des préjugés qu'on nous injecte pour remplir ce fameux vide de naissance. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur de la démonstration. Pour bien comprendre cette idée de structure, on va prendre un exemple historique qui est absolument parlant. Cet exemple, c'est l'Inquisition espagnole. L'idée, qui vient d'une analyse du philosophe Ralph Barton Perry, c'est que l'Inquisition nous montre parfaitement comment le fanatisme fonctionne. Le truc, c'est de comprendre que le contenu de la croyance, ce qu'on reproche aux gens, change tout le temps. C'est presque un détail. Ce qui ne change jamais, c'est la structure de l'oppression. Et regardez comme c'est flagrant. Au fil des siècles, la machine de l'Inquisition est restée la même. Mais les victimes, elles, ont changé. Au XVIe siècle, on persécutait les protestants. 2 siècles plus tard, c'était au tour des disciples de Voltaire et de Hobbes. Et encore après, au XIXe, on s'en prenait aux républicains et aux libéraux. L'ennemi change, mais la machine à broyer, elle, reste. Le persécuteur, la victime, tout ça, c'est accidentel, c'est circonstanciel. Ça dépend de l'époque. Ce qui est essentiel, ce qui est permanent, c'est la structure. Ce mécanisme de haine, de dénonciation, de punition, il est là, immuable, prêt à être utilisé contre le prochain ennemi du jour. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, la conclusion est assez percutante. Elle nous force à revoir notre idée de la responsabilité. Et peut-être même ce que ça veut dire être humain. La critique du docteur Ibrahim, c'est que beaucoup de leaders, qu'ils soient politiques ou religieux, font une erreur fondamentale. Ils passent leur temps à débattre du quoi, c'est-à-dire des croyances, des dogmes, au lieu de s'attaquer au comment, à la structure même du fanatisme. En faisant ça, au lieu d'éteindre le feu, ils ne font que jeter de l'huile dessus. Et ça l'amène à une conclusion qui peut paraître choquante au premier abord. Il dit « Parfois, je vois plus d'humanité dans l'athéisme de certains athées que dans la foi de la plupart de ces croyants. » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien qu'un athée qui s'indigne de la souffrance dans le monde, qui se pose des questions, fait preuve de plus d'humanité qu'un croyant enfermé dans ses certitudes qui a arrêté de questionner. Ce qui nous laisse avec cette question finalement assez vertigineuse. Où est-ce qu'on trouve le plus d'humanité? Est-ce que c'est dans la certitude absolue, celle qui ne doute jamais? Ou est-ce que c'est plutôt dans ce questionnement constant, cette compassion face à la souffrance? La question, bien sûr, reste ouverte et mérite qu'on y réfléchisse.